crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans ce podcast pour parler d'histoire du sport et comme vous l'avez lu dans ce titre, pour parler de cyclisme et plus particulièrement du Tour de France 1989. C'est cette édition qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. On a pas mal de choses à raconter dans cette édition qui est absolument mythique, exceptionnelle, avec un plateau de coureurs dingue. Et bien sûr un scénario absolument hitchcockien, dramatique, tout ce qu'on veut. Donc le Tour de France 89, j'ai juste un peu replacé dans le contexte. Donc à ce moment-là, on sort de l'époque Bernard Hinault, donc qui a gagné 5 Tours de France, donc peut-être le plus grand cycliste français de tous les temps, qui s'est arrêté en 1986, après la victoire de Greg LeMond. On y reviendra notamment au prix d'un combat sans merci entre les deux équipiers de l'équipe La Vie Claire menée par Bernard Tapie. Donc voilà, on sort de cette époque-là au niveau du Tour de France, une époque faste pour le cyclisme français, une belle époque de vélo avec de belles attaques, des grandes étapes. Mais ce qui nous préoccupe ici, c'est Laurent Fignon et c'est Greg LeMond. C'est un Français versus un Américain sur la plus grande course cycliste du monde, la course au maillot jaune. Et je vais présenter du coup les deux protagonistes. Et je vais commencer avec le français. Honneur aux Français, parce que de 1, c'est une course française, et de 2, parce qu'on est un petit peu chauvin quand même. Donc, Laurent Fignon. Déjà, Laurent Fignon, rest in peace, RIP, il nous a quittés depuis Laurent Fignon. Il a été consultant, il a chopé un sale cancer des voies digestives, un truc absolument atroce. Il a quand même tenu à commenter les Tours de France, mais c'était terrible parce qu'à la fin, on entendait bien qu'il arrivait à peine à parler, on le distinguait plus. Enfin bref, terrible. Mais on va pas s'arrêter là-dessus, on va plutôt lui faire honneur et revenir sur son immense carrière de coureur cycliste. Alors déjà, Laurent Fignon, c'est un potentiel de cycliste, si on prend juste ses capacités à la base, c'est absolument énorme ce qui est possible de faire Laurent Fignon. Il peut à la fois gagner des classiques, il peut gagner des grands tours, il peut très bien être performant sur les contrôles à la montre, il peut être très fort sur les étapes de montagne, potentiel énorme chez Laurent Fignon. Je vais revenir un tout petit peu sur son palmarès, long comme le bras, un palmarès de cochon comme on dirait. En 1983, pour sa première participation sur le Tour de France, il remplace Bernard Hinault, il le gagne. Voilà, donc le mec participe à son premier Tour de France, il le gagne. C'est pas sans rappeler un certain Tadej Pogačar. Mais on va continuer à parler du français. Il est champion de France sur route en 84. En 1984, il a la bonne idée de remporter à nouveau le Tour de France pour faire un doublet. Il affronte en plus cette année Bernard Hinault, puisqu'il a changé d'équipe, et il gagne avec plus de 10 minutes d'avance, c'est-à-dire qu'il a mis un gouffre entre lui et les autres. Enfin, on se dit que la suite de la carrière de Laurent Fignon va être absolument magnifique. Malheureusement, en 1985, il se blesse. Et il se blesse, c'est sale, puisque cette blessure au tendon d'Achille va complètement le freiner dans cette année 1985, alors qu'il s'était mis dans la tête de remporter le Tour de France, les championnats du monde, une classique, donc une course d'un jour. Mais malheureusement, il ne pourra pas atteindre ses objectifs, c'est dû à cette blessure. Il reviendra par la suite, évidemment, dans les années 86, 87, même en 1988, puisqu'il finira par gagner Milan-San Remo, mais on a l'impression qu'il ne retrouvera jamais le niveau qu'il a atteint dans ses premières années de cycliste, où il était tout simplement intouchable. Voilà. Cependant, il revient quand même, l'année 1989, en gagnant Milan-San Remo. Il gagne le Tour d'Italie, donc il montre quand même qu'il est en forme, dans cette équipe Super U. Il est en forme, il arrive du coup avec quand même des ambitions pour ce Tour de France. On passe maintenant un petit peu à l'américain Greg LeMond. Greg LeMond, donc c'est un américain qui a été repéré par
par un Français de l'époque qui s'appelle Cyril Guimard, qui était directeur sportif d'équipe à l'époque. Cyril Guimard, il a été directeur sportif notamment de très grands coureurs, hein, Lucien Van Impe, Bernard Hinault, Laurent Fignon, enfin voilà, et puis on dit c'est un monsieur du cyclisme, c'est un connaisseur de la course cycliste, il connaît le vélo, il adore le vélo, enfin voilà, il faut continuer à l'écouter parler de vélo, puisqu'il met toujours des taquets à tout le monde, et c'est quand même quelque chose à entendre, mais voilà, du coup c'est Cyril Guimard qui repère Greg LeMond et qui décèle tout de suite et qui voit en lui un gros potentiel. Dès le tour 84, il le met équipier de Laurent Fignon et il crève l'écran. Mais il décide de quitter cette équipe pour rejoindre celle de Bernard Tapie et de Bernard Hinault, donc équipe La Vie Claire, hein, Bernard Tapie qui est un peu à l'image des clubs de foot actuels, promet des salaires absolument mirobolants et qui du coup attire les plus gros coureurs, et il attire Greg LeMond, il a Bernard Hinault dans son équipe, et pour lui bien sûr, pour son image, Bernard Tapie, son objectif c'est de faire gagner d'abord Bernard Hinault en 1985, sauf qu'en 1985, c'est Greg LeMond qui est très très fort, et ça gueule un peu dans tous les sens, et c'est finalement Bernard Hinault qui gagnera ce Tour de France, non sans quelques... il y a eu quelques échauffourées entre les deux. Bernard Tapie a été obligé d'intervenir. Le Français avait quand même promis qu'il ferait gagner l'Américain en 86. C'est LeMond qui gagne le Tour 86, mais bon, Bernard Hinault lui a absolument pas facilité la tâche puisqu'il l'a attaqué, il a pris le maillot jaune. Enfin bref, voilà. C'était tout feu tout flamme, mais bon, c'est aussi ça la guéguerre entre équipiers, et puis c'était beau à voir. Je reviens un peu à la carrière de Greg LeMond. Du coup, lui aussi, il fait un retour assez fracassant puisqu'il gagne ce Tour du coup 86. Mais il faut savoir qu'il a un accident de chasse en 1987, mais pas un petit accident de chasse. Hein. En avril 87, donc accident de chasse, il a l'abdomen et la poitrine qui sont absolument, mais c'est même pas criblés de balles, mais criblés de grenailles de plomb. Et du coup, ça l'écarte du cyclisme pour 2 ans. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire. Il ne peut pas. C'est-à-dire que voilà, c'est une blessure grave, il perd beaucoup de sang. Enfin, bref, on ne se remet pas de ce genre d'accident, sauf quand on a la volonté et puis le talent de Greg LeMond. Et puis voilà, cette volonté absolument à toute épreuve. Il participe au Tour d'Italie 89 qui est remporté par Laurent Fignon et il se classe quand même 39e. Bon, c'est plutôt anecdotique quand on connaît le potentiel du garçon, hein, qui en 1983 avait été champion du monde sur route. Voilà, qui avait été meilleur jeune du Tour de France 84, mais petit retour, et c'est surtout ce qui met la puce à l'oreille, c'est dans le dernier contre-la-montre, il prend la 2e place du dernier contre-la-montre du Tour d'Italie, et il arrive du coup au Tour de France 89. Alors, il n'est cependant pas cité comme favori, les favoris sont plutôt Laurent Fignon qui est dans une très bonne forme, et Pedro Delgado qui est tout simplement le tenant du titre, le vainqueur de l'édition 1988, et on arrive du coup à cette course du Tour de France 89. Alors je vous préviens, c'est une course avec beaucoup d'exploits, un scénario hitchcockien, voilà, c'était absolument fou cette course. Alors il faut savoir qu'à l'époque les courses étaient beaucoup plus longues que maintenant, hein. On avait beaucoup d'étapes de plus de 230 km parce que la distance des tours n'était pas des grands tours que sont le Tour d'Italie, le Tour de France et le Tour d'Espagne, n'était pas réglementé. Maintenant un grand tour ça doit pas faire plus de 3500 bornes. Là avant ils en avaient strictement rien à carrer, hein. Il y avait 3500 mes fesses. Donc on avait des étapes très longues, on avait des contre-la-montre qui étaient d'une longueur, on n'en voyait même plus la fin. Enfin bref, ce Tour de France 89, on rentre dedans et on part de Luxembourg avec un premier contre-la-montre, enfin c'est un prologue plutôt même qui part du coup le 1er juillet, puisque le Tour de France c'est en juillet et on le fait en plein juillet. Prologue de 8 km, et dès le début on a l'ancien vainqueur de 1988, Pedro Delgado, qui se plante complet, mais qui se plante de lui-même par sa faute, puisqu'il se plante en retard, enfin il arrive en retard à son horaire de contre-la-montre. Il arrive avec 2 minutes 40 de retard au départ, et donc forcément, voilà, ça aide pas. Cependant, par la suite, on a un premier contre-la-montre par équipe, qui est remporté par l'équipe de Laurent Fignon.
Et la première explication entre favoris arrive à cette 5e étape entre Dinard et Rennes et un contre-la-montre solitaire de 73 km. Et les contre-la-montre auront une importance toute particulière dans ce Tour de France, puisque l'Américain Greg LeMond est un peu un avant-gardiste du peloton, du cyclisme. Voilà, il aime bien... il inaugure des choses et puis il instaurera des choses. Il se présente dans ce tour avec un guidon de triathlète, donc avec des prolongateurs sur lequel, bien sûr, il est beaucoup plus profilé, beaucoup plus aérodynamique. Il propose une résistance à l'air bien moindre que les coureurs qui, à l'époque, dans les années 80, ou même dans les années 89, fin 80, étaient sur des vélos dits classiques, donc les mains sur les cocottes ou dans le bas du cintre. Mais on était bien évidemment moins profilé que sur un vélo de triathlète. Et ce premier contre-la-montre, c'est Greg LeMond qui le remporte. Et il s'empare du maillot jaune à l'issue de ce contre-la-montre, devant Fignon, et il s'impose tout de suite comme un potentiel vainqueur de ce Tour de France, finalement, parce que il est là, le coco. On arrive par la suite sur quelques étapes de transition, jusque dans les Alpes, jusque dans les Pyrénées, pardon. Les Alpes, c'est bien sûr à la fin. Et c'est la première étape qui nous intéresse, c'est l'étape de Super-Bagnères. C'est une étape longue quand même, qui fait 140 km de montagne, donc c'est quand même casse-pattes. Et bien que fatigué, Fignon attaque alors que Delgado est devant pour essayer de reprendre le temps qu'il a perdu, et il parvient à reprendre du temps à Greg LeMond et il reprend le maillot jaune pour 7 secondes. Les écarts sont déjà très faibles, c'est-à-dire qu'on est à la 10e étape, on est au milieu des Pyrénées, donc c'est les premières explications entre favoris, et il n'y a que 7 secondes d'écart. C'est très peu, c'est rien du tout. Le 14 juillet, le jour d'une étape de transition, on aura la chance de voir Laurent Fignon se lancer dans une échappée. Ce n'est pas lui qui gagnera l'étape, il ne reprendra pas de temps, l'écart à l'issue de cette étape sera toujours de 7 secondes. Mais voilà, de toute façon, Laurent Fignon, c'est un attaquant, il peut être bon sur tous les terrains, et il était surnommé l'intello dans le peloton parce qu'il a une lecture de course qui est assez hors du commun. C'est notamment grâce à cette intelligence de course qu'il avait remporté des classiques. Et quand il sent qu'il a la possibilité de se lancer dans des raids qui peuvent potentiellement lui rapporter quelque chose, il y va. On arrive à un autre contre-la-montre qui est très très important. C'est celui entre Gap et Orsières-Merlette. C'est un contre-la-montre en montagne, et c'est Greg LeMond qui, à l'issue de ce contre-la-montre, portera le maillot jaune. Il ne gagnera pas l'étape, il finira 5e, mais il reprend du temps à Laurent Fignon, qui finit 10e et qui n'est jamais vraiment dans le rythme de ce contre-la-montre. Les choses sérieuses se corsent, non pas parce qu'on est en Corse du tout, on est bien dans les Alpes, on y est arrivé depuis la veille, on était arrivé à Gap. C'est le jour de repos après ce contre-la-montre, et il nous reste 4 étapes alpestres entre Gap et Briançon, puis une autre entre Briançon et l'Alpe d'Huez, une autre entre le Bourdoisan et Villard-de-Lans, et enfin entre Villard-de-Lans et Aix-les-Bains. Ce sera les 4 étapes alpestres qui pour clôturer ce Tour de France, et puis il restera par la suite une étape de plat et un contre-la-montre. On est arrivé dans les Alpes, et c'est à l'Alpe d'Huez, lors de la 17e étape, que les grandes manœuvres, les très très grandes manœuvres sont lancées. Elles avaient déjà été bien amorcées, mais là clairement c'est le très 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 grand jeu. On passe à ce moment-là pour arriver à l'Alpe d'Huez par le col du Galibier et celui de la Croix de Fer, 2 cols mythiques du Tour de France. Et à la moitié de la dernière ascension de l'Alpe d'Huez, les mythiques lacets de l'Alpe d'Huez, les 21 lacets, il ne reste que quelques unités, il reste Greg LeMond, Laurent Fignon, Delgado notamment, et Cyril Guimard, et Fignon. Je vais d'abord parler de Fignon. Fignon est fatigué, ça se voit, il a le visage marqué, mais je pense que dans sa tête, et puis le coureur que c'est, l'intelligence de course qu'il a, il sait que si jamais il continue sur ce rythme-là, il va garder Greg LeMond dans sa roue et il va l'emmener en haut, peinardos,
tranquille. C'est pas le projet. Il aimerait bien pouvoir le lâcher. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir Cyril Guimard dans son équipe. Notamment puisque Cyril Guimard, du coup, a eu sous sa coupe Greg LeMond. Il le connaît, du coup, et il voit, il décèle des petits signes de faiblesse sur de Greg LeMond. C'est-à-dire que ça se voit sur sa façon de courir et tout ça. Il décèle des petits signes de faiblesse et il demande à Laurent Fignon de placer une attaque. Ce dernier refuse une première fois. Cyril Guimard lui ordonne d'attaquer. Quand Cyril Guimard te donne quelque chose, honnêtement, t'obéis. Tu files droit. Fignon, bien que extrêmement fatigué, arrive à placer une attaque. Il y met toute sa puissance, toute sa volonté, toute sa détermination, et il lâche l'Américain. Et il lui reprend plus d'1 minute, et il reprend ainsi le maillot jaune pour 26 secondes. Bam! Laurent Fignon vient de frapper un grand coup sur le Tour de France. Il a peut-être pris l'ascendant à la fois physique et psychologique sur l'Américain. C'est un grand coup frappé par le Français. Il a l'ascendant, le clou est planté dans le cercueil de Greg LeMond, mais il n'est pas encore enfoncé. Il faut finir de l'enfoncer, et il continue d'attaquer, et le lendemain sur la route de Villard-de-Lans, il gagne à nouveau 24 secondes pour fixer son avance à 50 secondes. À 50 secondes, il ne reste alors plus que 3 étapes. La 19e étape sera remportée par Greg LeMond. Il réglera les favoris sur un sprint à l'arrivée d'Aix-les-Bains. Mais clairement, on pense que la victoire est alors acquise. Alors en Fignon, il ne reste plus que 2 étapes. Une étape plate de 130 km et un contre-la-montre de 24 km et demi, qui n'est pas un contre-la-montre sur lequel on peut perdre 2 minutes comme ça quand on est à ce niveau-là de la course, et surtout au niveau de Laurent Fignon sur ce Tour de France, qui est absolument magnifique. Il a 50 secondes d'avance, mais le doute s'immisce, le doute s'installe, puisque Laurent Fignon contracte une blessure à l'entrejambe liée, pendant un échauffement, c'est lié à une irritation entre la selle et son cuissard, et on l'annonce diminué pour le dernier contre-la-montre entre Versailles et les Champs-Élysées, puisque évidemment le Tour de France, l'arrivée du Tour de France se fait sur les Champs-Élysées. L'Américain se met à y croire, évidemment, fighting spirit américain, le mec, il se dit putain, j'ai que 50 secondes de retard en contre-la-montre, je suis le meilleur, j'ai mon vélo avec mon guidon de triathlète, je suis en super forme, l'autre il est blessé, il y a quand même quasi 25 bornes à courir, il va jouer son va-tout. Et il s'élance du coup sur son vélo avec son guidon de triathlète, et il doit reprendre, ou plutôt Laurent Fignon ne doit pas perdre plus de 2 secondes au kilomètre pour remporter ce Tour de France. L'Américain se jette à corps et âme dans ce contre-la-montre, et il fait un temps absolument magnifique. Il fait 54 km/h de moyenne, le cochon. Voilà, monstrueux. Il fait 26 minutes 57 sur ce contre-la-montre. Greg LeMond, c'est hallucinant comme temps, 54 km/h de moyenne. Pour aller à 54 km/h sur un vélo, il faut appuyer fort sur les pédales, mais alors pour faire 54 km/h de moyenne, après 21 jours du Tour de France, c'est énorme, c'est énorme. Puis ça c'est juste déjà de base, à la base c'est énorme, mais alors quand en plus tu mets tout le passif derrière, son accident de chasse, franchement c'est absolument mythique comme perf. Et arrive ensuite Laurent Fignon, qui a quand même 50 secondes d'avance pour gagner son 3e Tour de France. Et malheureusement, Laurent Fignon sait qu'il ne doit pas perdre plus de 2 secondes au kilomètre. Et on sent que Laurent Fignon, il est pas au taquet de chez taquet, il n'arrive pas, et on sent qu'il est... il est blessé à la selle, je veux dire, c'est comme ça. Et il franchira la ligne après 58 secondes de retard sur Greg LeMond. Laurent Fignon perd le Tour de France pour 8 petites secondes. C'est l'écart le plus faible entre un vainqueur et un second sur le Tour de France. Victoire de Greg LeMond sur le Tour de France 1989. Voilà où on en est rendu.
Laurent Fignon s'effondre de fatigue, à bout physiquement d'avoir tout donné, mais il passe la ligne 8 secondes trop tard. Il a perdu son maillot jaune, il arrivera avec le maillot jaune sur les épaules aux Champs-Élysées, mais il ne le portera pas lors de la cérémonie. C'est l'Américain qui endosse ce maillot jaune et qui accomplit un des plus grands exploits du cyclisme, revenir après cet accident de chasse absolument énorme, l'Américain qui en plus s'envolera quelques semaines plus tard faire un doublé en gagnant les championnats du monde, où il reviendra d'ailleurs sur Laurent Fignon. Énorme, Greg LeMond. Quelle déception pour Laurent Fignon, c'était un duel énorme tout au long de ce Tour de France, et ce qui est absolument magnifique dans ce duel, c'est qu'ils se sont attaqués, ils se sont passés le maillot jaune, il y a eu vraiment d'abord Greg LeMond, puis Laurent Fignon, à nouveau Greg LeMond, ensuite Fignon, et pour finir ce contre-la-montre fou sur la plus belle avenue du monde, et l'Américain qui bat le Français. C'est une performance magnifique, on a eu un duel énorme, un des plus grands coureurs cyclistes français de tous les temps, qu'est Laurent Fignon. C'est très très dur, celle-là honnêtement elle fait très 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 mal. Il ne reviendra plus à ce niveau, sa fin de carrière sera en dents de scie, il ne sera plus avec son directeur sportif qui est Cyril Guimard, voilà, il n'atteindra plus jamais ce niveau, mais on aura vu quand même du très très grand Laurent Fignon sur ce Tour de France, on aura vu un immense Greg LeMond, et voilà, ils ont apporté tellement de choses au cyclisme, l'intelligence de course de Laurent Fignon, l'avant-gardisme de LeMond, qui avec ce ce vélo de triathlète, qui peut-être a sans doute joué un rôle primordial dans ce Tour de France, quand on pense au contre-la-montre de 73 km en Bretagne, du côté de Dinard et Rennes, à ce contre-la-montre d'Orsières-Merlette, à ce dernier contre-la-montre, évidemment qu'il a sans doute gagné du temps par rapport à Laurent Fignon, qui n'avait pas ce vélo profilé, il avait un vélo classique, mais ça fait partie de la légende. On a l'écart le plus petit sur le Tour de France, 8 secondes. Les mecs se sont défoncés pendant 3 semaines et plus de 87 heures de vélo pour finir mourir à 8 secondes. Voilà, ça s'arrête là-dessus. J'espère que ce Tour de France 89 et cette épopée du Tour de France 89 vous a plu. J'ai adoré vous la raconter. C'était un podcast Histoire du sport, il en appelle plein d'autres. N'hésitez toujours pas à partager ce podcast, à vous abonner, et puis merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Ciao, à plus.